Bonjour, nous allons commencer le cours du module Algèbre 3. Algèbre 3, c'est aussi l'algèbre linéaire. Si vous cherchez sur Internet ou dans les livres, c'est l'algèbre linéaire. Alors, le temps est très limité. Je vais condenser un peu les chapitres pour que vous ayez le maximum d'informations dès le début. Parce que sinon, si on fait comme avant, espace vectoriel, application linéaire, matrice, donc il faut beaucoup de temps pour arriver aux matrices. On va essayer de les introduire au fur et à mesure dans ce cours. C'est pour cela que je vais partager ce cours sous forme de paragraphes et on va voir où est-ce qu'on peut arriver à la fin de ce cours. Alors, premier paragraphe, espace vectoriel. Un espace vectoriel, ça va être un groupe, on va l'écrire ça dans un moment, un groupe muni d'une loi externe. Et une loi externe, elle dépend d'un corps K. Lorsqu'on parle d'un espace vectoriel, il faut dire sur quel corps K. Alors, on peut étudier les espaces vectoriels sur un corps commutatif quelconque, mais pour vous, à votre programme, vous n'avez que le corps R ou C. Vous pouvez toujours imaginer que K égale à R ou C. D'accord? C'est un corps de nombres réels ou de nombres complexes. On va dire que l'espace vectoriel sur R ou bien l'espace vectoriel sur C. D'accord? Alors, avant de donner la définition générale d'un espace vectoriel, ça va généraliser un peu la notion de groupe abélien, mais il faut ajouter une loi externe. C'est pour cela que je préfère commencer par un exemple avant de parler d'espace vectoriel et de loi externe. Un exemple que tout le monde connaît, c'est E, c'est R2, c'est le plan vectoriel que vous connaissez tous. C'est l'ensemble des couples XY tels que X et Y appartiennent à R. Et ça, vous savez que c'est un groupe abélien. Pour quelle loi interne? Vous avez fait ça au semestre 1. La somme de deux éléments de R2. Alors, il est muni, on peut le munir de la loi interne définie par loi interne, c'est XY plus X' égale prime, CX plus X', Y plus Y', qu'on peut représenter graphiquement sur le plan R2. Vous avez, ça c'est X, ça c'est Y. Voilà un vecteur U égale à XY. Voilà notre U' ou V égale X' égale prime. Vous savez tous comment faire la somme de ces deux vecteurs. Il suffit de considérer le parallélogramme formé par ces deux vecteurs et il nous donne automatiquement le vecteur U plus V. Vous avez fait ça en premier semestre. Qu'est-ce que vous savez à propos de cette loi interne? Alors, R2 muni de l'addition est un groupe abélien, ça veut dire commutatif. Vous savez tout ça. D'éléments neutres, c'est 0, 0. Et l'élément symétrique de n'importe quel élément U, XY, c'est moins U, c'est moins X, moins Y. Tout ça, vous le savez, concernant la structure du groupe abélien. Maintenant, on va ajouter une loi externe, c'est-à-dire on va multiplier un vecteur par un nombre
par exemple 2U, il se trouve là. Si je fais, voilà U, par exemple, 2U, c'est ça. 2U, c'est une loi externe, parce que 2, c'est un nombre, et U est un vecteur. C'est pas la même chose. C'est pour cela qu'on appelle ça une loi externe. Ça, c'est un nombre, ça, c'est un vecteur du plan, et on le multiplie par 2. On dit que c'est une loi externe. Alors, on définit la loi externe suivante. C'est alpha.xy, c'est alpha x, alpha y, quel que soit alpha dans le corps K, K c'est R ou C, et quel que soit U dans R2. Ça me donne un élément de R2. Je multiplie un nombre par un vecteur de R2, ça me donne un vecteur de R2. C'est pour cela qu'on dit que c'est une loi externe, parce que ça, c'est pas de même type que ça. D'accord? Pour que ça soit une loi interne, il faut multiplier un vecteur par un vecteur, et il faut que ça donne un vecteur, mais on n'a pas ça. On a seulement pour la somme des vecteurs. Donc ça s'appelle une loi externe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une loi interne? Une loi interne, c'est une application de E croix E vers E à chaque couple de vecteurs U et V de R2. On est toujours dans cet exemple pour comprendre un peu comment ça marche les choses avant de généraliser pour un espace vectoriel quelconque. La loi interne, on préfère la noter plus. Et qu'est-ce que c'est qu'une loi externe? C'est une application. J'ai pris un nombre alpha qui est dans K et j'ai pris un vecteur U dans E. Et ça me donne alpha U qui est dans E. Dans cet exemple, c'est clair. Si vous multipliez un vecteur U par moins 1, ça vous donne moins U. Moins U se trouve ici. Donc tout ça, vous le savez. Moins 1 fois U, etc. Alors, on démontre donc R2 menu de l'addition est un groupe abélien. C'est très facile, vous l'avez fait. Si vous avez oublié, il faut la réviser chez vous. Faites les calculs. Et en plus, cette loi externe, elle vérifie les propriétés suivantes. Alpha point U plus V, c'est alpha U plus alpha V. C'est comme si on a une distributivité de la loi externe par rapport à la loi interne. Alpha, c'est dans K. U et V sont dans R2. Alpha plus bêta point U, c'est alpha U plus bêta U. Alpha point bêta U, c'est alpha bêta U. Et enfin, 1 point U, c'est U. Quel que soit, quand je note le point, c'est la loi externe que je viens de définir. Vous avez ces 4 axiomes qui sont vérifiés très facilement. Alors, pour tout alpha, bêta dans K, et pour tout vecteur UV dans R2, on peut vérifier très facilement ces 4 propriétés. Par exemple, vérifions, par exemple, on va vérifier A. La première, alors, je vais prendre un nombre alpha dans K. K, on a dit que c'est ici, c'est R.
Là, excusez-moi, pour être plus précis, cet exemple c'est R2. Bonjour, merci beaucoup. R2 sur le corps R. D'accord? Mettez bien ce R là. Après, on va généraliser. Maintenant, on va essayer de comprendre avec les choses les plus simples. R2, E c'est R2 et le corps c'est R. Très bien. Donc, on vérifie ces 4 propriétés. Quel que soit alpha, bêta dans R, quel que soit U et V dans R2. Ils sont très très faciles. Je vous conseille de les montrer chez vous pour que vous entraîniez. Il ne faut pas laisser les choses jusqu'à avant la dernière semaine avant les examens pour réviser tout ça. Non, ça c'est très facile. Si vous travaillez chaque jour, c'est très facile. Si vous laissez les choses à la fin, ça devient difficile. D'accord? Les étudiants qui étaient là l'année dernière, ils pourront confirmer ce que je viens de dire. Les choses se font au fur et à mesure. On ne fait pas une seule fois. On ne prend pas un seul repas par jour à la place de 3 repas. C'est pas possible. Si c'était possible, tout le monde le ferait. Donc, vérifions petit a. C'est très facile. Prenons alpha dans R. U égale xy dans R2. V égale x' y' dans R2. Alors, qu'est-ce que c'est que alpha point U plus V? C'est alpha point la somme. Quelle est la somme? C'est ça. Donc, je vais l'écrire tout de suite. Égale, comment on fait pour la loi externe? La voici. C'est alpha. Ça, c'est le nombre réel alpha multiplié par le nombre réel x. Ne mettez pas de point ici, ce n'est rien, c'est la multiplication dans R. Alpha multiplié par x plus y, alpha multiplié par x' plus y' égale. Et là, on se retrouve avec 3 nombres réels. Et ça s'appelle la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition dans R. Là, il n'y a pas de vecteur, il n'y a rien de nombre réel. Vous savez tous que ça donne ceci. Et il faut que j'arrive à ça. Il faut que je sépare le alpha, le U et le V. Je vais faire la chose suivante. Alpha x, je crois que je me suis trompé ici. X plus x'. Voilà. Y plus y', donc alpha x plus alpha x', alpha y, voilà. Donc là j'ai alpha u, alpha v, je vais décomposer ça sous la forme suivante en utilisant toujours cette égalité. Dans ce sens, cette égalité on peut la lire de gauche à droite et de droite à gauche. C'est alpha x, alpha y, plus alpha x', alpha y'. Et j'utilise maintenant la définition de cette loi externe que je viens de définir tout à l'heure. Alors, je vais arriver à la chose suivante, égale alpha xy plus alpha x', y' égale alpha point U plus alpha point V. Donc on a vérifié cette première formule très facilement. Tout le monde peut faire ça. Donc je répète, je vous conseille de faire ça chez vous. Il faut écrire. Si vous n'écrivez pas, vous n'allez pas apprendre quelque chose. Par exemple, le D, la dernière, 1 point U, c'est 1 point XY, c'est 1 fois X, virgule 1 fois Y, égale XY, égale à U. Voilà deux propriétés qu'on vient de vérifier. Vous pouvez vérifier les deux autres. Très bien. Donc,
Ces 4 propriétés ne sont pas données par hasard. Ça va être contenu dans la définition d'un espace vectoriel. Ça va être plus général que dans cet exemple. Alors, plus généralement, au lieu de travailler seulement dans cet exemple, on va travailler dans le cas général, définition, soit E, un ensemble quelconque maintenant. On n'est plus dans R2. E, un ensemble quelconque. Et K, c'est R ou C. Ça dépend des exemples. Chaque fois, on va vous donner, est-ce que c'est sur R ou bien sur C. On suppose que E est muni d'une loi interne qu'on va noter additivement. Une loi interne, c'est E fois E vers E, c'est le produit cartésien qui à chaque couple d'éléments, j'associe la loi interne composée entre U et V. Et je suppose que E est aussi muni d'une loi externe. Si vous avez compris l'exemple précédent, une loi externe, c'est une application de K fois E vers E, et à chaque couple, alpha c'est un nombre de K, U est un élément de E. J'associe alpha.U. Si on a tout ça, on dit que E est un espace vectoriel sur K ou bien on dit K espace vectoriel. Tout ça c'est la même chose. K espace vectoriel ou bien espace vectoriel sur K. Et on va abréger un peu en écrivant seulement EV pour ne pas écrire beaucoup de choses. On va écrire seulement espace vectoriel, seulement comme ça, pour essayer d'aller un peu plus vite. On dit que E est un espace vectoriel sur le corps K si, comme pour R2, qu'est-ce qu'il vérifiait tout à l'heure, R2, menu de l'addition? Qu'est-ce qu'il vérifiait pour la loi interne? Vous avez tous oublié ce que j'ai écrit. R2 menu de plus. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est un groupe abélien. Donc, premièrement, alors ça c'est le cas général. E plus doit être un groupe abélien. Deuxièmement, les 4 propriétés que je viens d'effacer ici, qui étaient vérifiées dans R2, maintenant c'est le cas général. On va l'écrire une deuxième fois. Alpha fois U plus V, c'est alpha U, alpha V. Je vais appeler ça petit a. C'est le même que tout à l'heure. Si vous voulez ne pas les recopier, il suffit de se référer à ce que vous avez écrit dans votre cahier. Alpha plus bêta U, c'est alpha U plus bêta U. Alpha point bêta point U, c'est alpha bêta point U. Et enfin, 1.U, c'est U, quel que soit alpha, bêta dans K, et quel que soit U et V dans E. Voilà la définition générale d'un espace vectoriel sur K, qu'on appelle aussi un K espace vectoriel. Pour vous, ça sera toujours R ou C. D'accord? Il ne faut pas vous compliquer les choses. K, ça sera toujours R ou C.
Voilà pour la définition générale d'un espace vectoriel. Avant de donner des exemples, on va faire quelques notations. Notation. Les éléments de K s'appellent les scalaires parce qu'il y a deux ensembles. Il y a K, il y a E. Pour faire la différence entre ces deux choses, les éléments de K s'appellent des scalaires, c'est-à-dire des nombres. D'accord? Au lieu de dire les nombres, on dit les scalaires. Ils se notent alpha, bêta, gamma, etc. Les lettres grecques. En général, on utilise ça pour ne pas confondre un scalaire avec un vecteur qui est un élément de E. Les éléments de E s'appellent vecteurs. Comme pour R2, on avait des vecteurs du plan vectoriel. Mais on n'aura pas toujours seulement R2 ou R3. On peut travailler avec des fonctions, on verra avec les polynômes. Donc, il n'est pas toujours possible de faire un dessin si on travaille avec l'espace vectoriel des polynômes ou des fonctions ou des suites. C'est très général. Les éléments de E s'appellent vecteurs et se notent en général par UV. D'accord, comme ça. En général, lorsque c'est possible, pour ne pas confondre les vecteurs et les scalaires. L'élément neutre du groupe abélien E+, se note 0E. Et le 0 de K, c'est le 0 de R ou de C, je le note seulement 0. Comme ce 1. 1, c'est le 1 de R ou de C. C'est pas la peine de noter un indice K. Peut-être dans certains livres ou dans des sites internet, vous pouvez trouver un indice K. D'accord? C'est l'élément neutre de la multiplication du corps K. Mais si on travaille seulement avec R ou C, c'est pas la peine de compliquer les notations. D'accord? 0. Et l'élément symétrique d'un vecteur U de E, on le note moins U, comme d'habitude, si la loi est notée additivement. Dans un espace vectoriel, la loi interne se note toujours additivement. On ne note pas avec des étoiles ou des T, etc. Donc, exemple. Nous avons déjà fait un exemple. J'ai préféré commencer par cet exemple parce que on voulait comprendre facilement qu'est-ce que c'est qu'une loi externe, etc. R2, on l'a déjà vu que R2 muni de l'addition et de la loi externe qu'on a définie tout à l'heure. Alors on dit que E est un espace vectoriel, ou bien on peut mettre E plus, on peut mettre comme ça, E muni de l'addition et de la loi externe. Ou vous pouvez dire seulement E. D'accord? Il y a deux choses, il y a la loi interne et la loi externe. Donc ça, c'est déjà un espace vectoriel sur le corps R. On a déjà vu ça tout à l'heure. Et on peut généraliser dans l'espace tout entier, pas seulement le plan, l'espace qu'on appelle de dimension 3. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que la dimension d'un espace vectoriel, mais vous savez tous ce que c'est que R3. Vous avez travaillé au lycée dans l'espace R3 pour faire les projections. Vous avez fait beaucoup de choses. Un autre exemple, donc, E égale R3 muni de la loi interne qui est x, y, z plus x' y prime z prime cx plus x prime y plus y prime z plus z prime.
Ça, c'est la loi interne. Et la loi externe, alpha x, y, z, c'est alpha x, alpha y, alpha z. Loi externe. Ou bien on dit produit externe si vous voulez. C'est un produit mais avec deux choses différentes. Un élément de K et un élément de E. Alors, cet ensemble R3 muni de cette loi interne et de cette loi externe, on vérifie facilement que c'est un espace vectoriel sur R. Vous pouvez vérifier vous-même toutes les choses. Ça se fait très facilement. Et d'une façon générale, au lieu de faire R2, R3, on va prendre R puissance n et C puissance n, le produit cartésien, n fois. Donc, il vaut mieux de prendre K à la puissance n, c'est-à-dire ou bien c'est R puissance n ou bien C puissance n. C'est K fois K fois K, n fois. C'est l'ensemble des éléments de la forme x1, xn, avec tous les xi appartiennent à K. Cet ensemble est muni de l'addition qui généralise celle-là, ça ressemble, et aussi pour la loi externe. On va voir que c'est un espace vectoriel sur K, muni de l'addition. L'addition, ça veut dire la loi interne. x1, xl plus y1, yl, c'est x1 plus y1, xl plus yl, et de la loi externe définie par, ça ressemble à ça, alpha.x1, xl, c'est alpha x1, alpha xn. Vérifiez vous-même que Kn, muni de ces deux choses, est un espace vectoriel sur le corps K. Faites ça chez vous, faites les calculs. Quel est l'élément neutre de 0KL? Vous le connaissez, c'est 0, 0, 0, 0 de K. Mais comme K égale à R aussi, c'est pas la peine de mettre 0K, 0K. L'élément neutre de cet espace vectoriel. L'élément symétrique de x1, xn, c'est moins x1, moins xn. Donc Kn est un espace vectoriel sur K. En particulier, si je prends K égale à R, ça me donne Kn, Rn est un espace vectoriel sur R. Et si je prends K égale à C, Cl est un espace vectoriel sur C. Si je prends n égale à 2 ou 3, on retrouve les deux exemples précédents, R2 et R3, qui sont des espaces vectoriels sur R. On va donner d'autres exemples. L'exemple des polynômes. L'espace vectoriel des polynômes. Je prends toujours K égale à R ou C et je prends K de X. Vous savez que ça c'est un anneau pour l'addition et la multiplication des polynômes.
Et en particulier, pour ce qui nous intéresse, c'est seulement l'addition. On n'a pas besoin de la multiplication des polynômes. Ça me donne un nom. Ça, c'est un groupe abélien. Vous le savez tous. Ça, c'est l'ensemble de tous les polynômes, de n'importe quel degré, à coefficient dans K. Et donc la loi plus, vous la connaissez, la somme des polynômes. Maintenant, je définis la loi externe, qui est définie par, à chaque élément alpha de K, et à chaque polynôme A0 plus A1x jusqu'à nxl, je fais le produit naturel, comme si alpha était un polynôme constant. Comment multiplier un polynôme constant par un polynôme quelconque? Vous multipliez ça par ça, etc. C'est très facile. C'est alpha A0 plus alpha A1 x plus alpha AN xl. Ça c'est la multiplication des polynômes, si vous voulez. Mais alpha est considéré comme un polynôme constant. Mais je préfère noter seulement par un point pour insister qu'il s'agit bien d'une loi externe. La loi interne multipliée, ça dépasse le cours, ça parle de la notion d'anneau. On verra ça plus tard, lorsqu'un espace vectoriel est aussi muni d'une loi de multiplication. Il sera appelé une algèbre plus tard. Alpha est un élément de K. Quel que soit alpha dans K, et quel que soit le polynôme P égale la somme des AI xi dans K de x, on définit cette loi externe. Alors, on vérifie facilement que K de x, muni de ces deux lois, interne et externe, est un espace vectoriel sur K. Vérifiez ça chez vous, c'est très facile. Groupe abélien, vous l'avez déjà fait en algèbre 2 au premier semestre. Et ça, c'est très facile. Un autre exemple, et en particulier, si je prends K égale à R, j'obtiens R de X est un espace vectoriel sur R, et C de X est un espace vectoriel sur C. Voilà pour les polynômes. Maintenant les fonctions. Un autre exemple, même les fonctions peuvent nous définir un espace vectoriel. Mais les vecteurs, on ne peut pas les représenter. Une fonction, mais même un polynôme, on ne peut pas représenter comme le plan R2 ou R3. L'espace vectoriel des fonctions numériques ou bien complexes, ce n'est pas un problème. Je prends I, un intervalle de R qui peut être R tout entier, et je prends l'ensemble F de I vers R qui se note aussi R puissance I. C'est seulement une notation ça. C'est l'ensemble de toutes les fonctions de I vers R. Cet ensemble de fonctions va être muni de la loi interne, l'addition, la somme de deux fonctions. Voilà, vous connaissez cette définition. Quand vous parlez de la limite de f plus g, c'est la limite de f plus limite de g. Donc vous utilisez la somme de deux fonctions. Alors, la loi interne, l'addition f plus g, c'est la fonction définie pour chaque x, c'est f de x plus g du x. Ça, c'est l'addition dans R.
entre deux nombres réels. Ça, c'est l'addition dans cet ensemble. La somme de deux fonctions, elle est définie comme ça, c'est-à-dire f plus g de x. Pour définir la somme de deux fonctions, on est obligé de prendre un x. On ne peut pas dire f plus g égale à... Il faut prendre les éléments de l'ensemble de départ. Ça, c'est l'addition. Vous avez déjà fait que cet ensemble des fonctions munies de la somme, c'est un groupe abélien. Si vous ne l'avez pas fait, il faut la réviser, vérifier toutes les choses. Quel est son élément neutre? Quelle est la fonction qui joue le rôle d'élément neutre pour l'addition? Fonction? Comment? Non. F plus une fonction doit donner F. La fonction nulle, c'est, comment vous la notez? Θ par exemple, fonction nulle. La fonction identité, c'est pour la loi de composition, f rangé. On verra ça plus tard. F en identité, c'est f. Mais pour la somme, c'est la fonction nulle. Qu'est-ce que c'est que θ? C'est la fonction de i vers r qui à chaque x associe 0. C'est une fonction constante égale à 0. Ça, c'est la loi plus. Maintenant, il faut définir la loi externe. Mais vous le savez déjà en analyse. La limite de lambda fois f, c'est lambda fois limite de f. Vous connaissez ce résultat. Qu'est-ce que c'est que lambda f? C'est le produit externe qu'on va définir tout à l'heure. Quel que soit alpha dans R, quelle que soit une fonction de i vers R, on définit alpha f, c'est la fonction définie par alpha f, c'est qu'à chaque x, j'associe alpha f de x, le produit, la multiplication de ces deux nombres réels. C'est-à-dire que alpha f appliqué à x, c'est alpha f de x, quel que soit x dans R. C'est ça que vous utilisez en analyse pour la dérivée d'une constante multipliée par une fonction, etc. C'est ça. Donc là, la plupart des choses, vous les connaissez déjà. Il suffit seulement de rassembler ces informations pour construire des espaces vectoriels. Voilà pourquoi on donne beaucoup d'exemples, parce que dans les exercices, on rencontre parfois R2, R3, parfois les fonctions, parfois les polynômes, les suites aussi. Écrivons un petit mot sur les suites. L'ensemble des suites. Complexes ou réelles ou à valeur dans K. Les suites UN à valeur dans K. K c'est R ou C. Est un espace vectoriel sur K. Pour quelle structure? La loi interne, c'est la somme des suites que vous utilisez en analyse. La limite de UN plus Vn, c'est la limite de UN plus limite de Vn. Donc vous connaissez déjà la somme de suites. La suite UN plus la suite Vn, c'est la suite du terme général UN plus Vn. Et alpha, une constante alpha multipliée par une suite UN, c'est la suite de terme général alpha UN. Alpha c'est un nombre de K, UN est aussi un nombre de K, vous multipliez ces deux nombres dans K. K c'est R ou C. Vérifiez tout ça. Ça demande un peu de temps, mais vous apprendrez à faire les calculs. Voilà pour les exemples.
Maintenant, on va passer à autre chose pour voir les propriétés d'un espace vectoriel. Au lieu de travailler seulement sur R2 et de voir quelles sont les propriétés, et ensuite sur R3, et ensuite sur les fonctions, c'est une perte de temps comme ça. On va travailler dans le cas général, on va voir qu'est-ce qui se passe dans un espace vectoriel. Et les propriétés qu'on va montrer, ils seront valables dans tous ces exemples. Avant de donner ces propriétés, un dernier exemple. Quand je prends E égale à C, C plus, vous savez que c'est un groupe abélien. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit? On a vu que Kn est l'espace vectoriel sur K. Et en particulier, si je prends n égale à 1, qu'est-ce que ça me donne? K est un espace vectoriel sur K. C'est-à-dire pour n égale à 1, le même ensemble K joue le rôle d'espace vectoriel et joue le rôle aussi du corps K. K est un espace vectoriel sur lui-même. Et en particulier, R, si je prends K égale à R est un espace vectoriel sur R. C'est la droite réelle. On verra qu'elle est de dimension 1, une seule ligne. Et C, si je prends K égale à C, on aura C est un C espace vectoriel. Espace vectoriel sur C ou bien C espace vectoriel. K est un espace vectoriel sur lui-même. R est un espace vectoriel sur lui-même. C est un espace vectoriel sur lui-même. L'addition sur C, c'est la somme des nombres complexes. Et la loi externe, à chaque nombre alpha qui est dans C et à chaque Z dans C, j'associe leur produit. La multiplication de ces deux nombres complexes. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Si je prends C plus comme groupe abélien, et je prends K égale à R ici, c'est-à-dire E, c'est C. E, c'est un groupe abélien. Alors, au lieu de prendre K égale à C, on va prendre K égale à R. Regardons ce qui va se passer. La loi externe, c'est quoi? K fois E vers E, c'est-à-dire R fois C. Est-ce que ça donne bien ça? Si je prends un nombre réel alpha et un nombre complexe Z, le produit, il se trouve dans C ou non? Il se trouve dans C et les propriétés, les quatre propriétés de la loi externe sont vérifiées facilement. Donc, C est un espace vectoriel sur R. Ça, c'est un autre exemple. C'est pas la même chose que ça. C, c'est un espace vectoriel sur C. On verra plus tard, lorsqu'on parlera de la dimension de K, de Kn. On verra plus tard, c'est pas la peine de... La dimension de Kn sur K, c'est N. Et donc, la dimension de R sur R, c'est 1. La dimension de C sur C, c'est 1. Mais ici, la dimension de C sur R, ça va être 2. Parce que chaque nombre complexe, il s'écrit sous forme d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Il y a deux composantes dans cet espace vectoriel. Et vous avez aussi, on peut généraliser ceci en disant, c'est pas seulement C, mais c'est N
Cn est un espace vectoriel sur R. La somme, c'est facile à comprendre, le produit d'un nombre réel par un vecteur de Cn va être dans Cn. Il n'y a pas de problème. Donc, mais chaque fois dans les exercices, on va vous dire cet espace, il est sur quel corps. D'accord? Il y a seulement une petite chose. Est-ce que R est un espace vectoriel sur C? Voilà une petite question très facile. Je vais faire là à l'envers. Au lieu de prendre K égale à R, E égale à C, je vais prendre K égale à C, E égale à R. Regardons ce qui va se passer ici. Si je prends, mais ça c'est juste un petit brouillon, c'est pas la peine de recopier. Si je prends K égale à R, K égale à C, E égale à R, je sais que R plus est un groupe abélien, mais est-ce que vous avez la loi externe? Une loi externe doit être comme ça, c'est-à-dire le C fois R, il faut arriver vers R. Si je prends un élément alpha de C et un élément U de R, le produit se trouve où? Dans C. Il n'est pas toujours dans R. Quand est-ce qu'il est dans R? Seulement lorsque ce nombre complexe est réel. Donc ça ne marche pas. Comprenez? Alpha, ça c'est dans C. Mais pour que ce soit une loi externe, il faut arriver à R. Donc c'est facile, hein? Vous n'allez pas confondre les choses. Il suffit de regarder la loi externe. On ne peut pas dire que R est un espace vectoriel sur C. Ça ne marche pas. Donc, propriété maintenant. Les règles de calcul dans un espace vectoriel. Proposition qui s'appelle, voilà les règles de calcul dans un espace vectoriel. C'est-à-dire, si vous avez un espace vectoriel quelconque, vous connaissez la définition, mais à l'aide de cette définition, on peut démontrer d'autres propriétés qui seront des conséquences de la définition. Si E est un espace vectoriel sur un corps K, quelconque maintenant, on n'est plus dans les exemples précédents, alors vous avez les propriétés suivantes qui sont très naturelles. Premièrement, si vous avez le scalaire 0, c'est-à-dire le nombre 0, la loi externe avec n'importe quel vecteur, ça va vous donner le vecteur 0. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le 0 dans R ou dans C, c'est-à-dire le 0 de K. Ça, c'est le 0 de E. La même chose, là, qu'est-ce qu'il y a? Si le scalaire est nul, alors le résultat, c'est le vecteur nul. Maintenant, alpha point le vecteur 0, c'est aussi le vecteur 0. Troisième chose, la réciproque de ces deux choses. Si le produit externe est égal à 0, alors on a nécessairement ces deux cas-là. Ça veut dire ou bien alpha égale à 0, ou bien U égale à 0. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ou bien le scalaire est nul, ou bien le vecteur est nul. Faisons la démonstration. Autre chose. Quatrièmement, moins alpha point U égale à alpha point moins U égale moins
alpha U, quel que soit alpha dans K, quel que soit U dans l'espace vectoriel. Voilà les propriétés supplémentaires dans un espace vectoriel. Essayons de démontrer ça. Preuve. Preuve, ça veut dire une démonstration. On va prouver cette proposition. La première chose, pourquoi 0U égale à 0? 0, c'est 0 plus 0. C'est dans R ou dans C. Donc, 0U, c'est 0 plus 0U. La propriété petit a, qu'est-ce qu'elle nous dit dans un espace vectoriel? Alpha plus bêta, point U, c'est alpha U plus bêta. C'est la définition. Donc 0U plus 0U. Alors nous avons un élément ici que je vais appeler V. Il est égal à V plus V. Dans un groupe abélien, si vous avez V égale V plus V, qu'est-ce que ça entraîne? V égale à 0. On simplifie. Qu'est-ce que ça veut dire simplifier? Ça veut dire ajouter l'élément symétrique de V. V égale à V plus V. Donc, moins V plus V, c'est moins V plus V plus V. Et en utilisant l'associativité, moins V plus V, c'est 0. Qu'est-ce qu'il va donner? Là, ça va donner 0 égale V. Donc, 0U égale 0. La même chose pour l'autre. Au lieu d'écrire le scalaire 0 égale le scalaire 0 plus le scalaire 0, on va écrire cette fois-ci le vecteur 0 égale le vecteur 0 plus le vecteur 0. Ça, c'est pour la loi interne. Donc, si je multiplie pour la loi externe alpha fois 0, ça donne alpha 0 plus 0 égale alpha point 0 alpha point 0. Ça, c'est quelle propriété que j'avais appelée petit b? Alpha point U plus V, c'est alpha point U plus alpha point V. Le petit b dans la définition. Donc, la même chose comme tout à l'heure, un vecteur V égale à V plus V, en simplifiant, vous allez trouver que alpha 0 égale 0. Troisièmement, réciproquement, supposons que le produit externe d'un scalaire alpha par un vecteur V égale à 0, et montrons que ou bien le scalaire égale à 0, ou bien le vecteur égale à 0. Donc, supposons que alpha U égale à 0, et montrons que nécessairement l'un de ces deux termes est nul, le scalaire ou bien le vecteur. Si le scalaire n'est pas égal à 0, si le scalaire est égal à 0, très bien, on a fini. Si le scalaire n'est pas égal à 0, qu'est-ce que je dois montrer? Que pour avoir cette propriété, il faut que je montre que le vecteur est nécessairement égal à 0. Très bien. Si alpha est différent de 0, où est-ce qu'il se trouve alpha? Dans le corps K, c'est R ou C. Mais en général, dans un corps quelconque, tout élément différent de 0 est inversible. Je prends 1 sur alpha, appartient à R ou appartient à C. Qu'est-ce que je vais faire? Alpha 0 égale à 0. Je vais multiplier, alpha U. Je vais multiplier pour la loi externe par 1 sur alpha. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que c'est que 1 sur alpha point U? C'est quelle propriété de la définition? C'était la troisième propriété
c'est, on avait deux scalaires et un vecteur. Ça, c'est pas l'associativité, ça ressemble, là, c'est les scalaires, alpha et bêta. U est un vecteur. En particulier, qu'est-ce que c'est qu'alpha point alpha U? En appliquant ça, c'est 1 sur alpha pour alpha U égale 1 point U. La propriété D me dit que 1 point U égale à U. Et qu'est-ce que c'est que 1 sur alpha 0E? C'est cette deuxième propriété. Quel que soit un scalaire, si je multiplie par le vecteur 0, ça me donne 0. En particulier pour ce scalaire-là. Ça, c'est ça. Deuxièmement. Égale 0. Donc, ça, c'est égal à ça. Et qu'est-ce que je dis? Je déduis U égale 0. Qu'est-ce que je viens de montrer? Si alpha est égal à 0 et alpha est non nul, alors nécessairement U égale à 0. Voilà une propriété dans le cas général, quel que soit un espace vectoriel E sur un corps K. J'ai oublié de démontrer la quatrième. Ça, montrons ceci. Alors, montrons que cet élément est égal à l'élément symétrique de alpha U. Qu'est-ce que ça veut dire U égale à moins V? Ça veut dire U, c'est l'élément symétrique de V. En général, pour montrer que U égale à moins V dans un groupe abélien, ça veut dire U, c'est l'élément symétrique de V, ça veut dire la somme pour cette loi. Donc, pour montrer par exemple que ça égale à ça, montrons que cet élément, c'est l'élément symétrique de alpha U. Je vais faire la somme. Moins alpha point U plus alpha point U. Quelle est cette propriété dans la définition d'espace vectoriel? Alpha point U plus V, non, c'est alpha plus bêta point U, c'est alpha U plus bêta U. Ça, c'est un autre scalaire. Ça, c'est moins alpha plus alpha point U. Je rappelle que alpha plus bêta U, c'est alpha U plus bêta U. C'est celle-là que j'utilise dans ce sens. En prenant à la place de alpha moins alpha et à la place de bêta, j'ai pris alpha égale 0 U. Mais 0 U, on vient de voir que c'est le vecteur 0. Et par conséquent, puisque la somme de ces deux vecteurs égale à 0, alors moins alpha U, c'est moins alpha U. Et de même, pour l'autre, vous pouvez vérifier aussi que alpha point moins U, c'est moins. Il faut vérifier toutes ces choses, parce qu'à l'examen, on donne tout ça. D'accord? Il y a des questions de cours. Les gens qui veulent seulement des calculs, non. Il y a des petites démonstrations faciles et aussi des calculs. Vous êtes en SMA et non pas en SMPC. SMA, SMI. Donc, les démonstrations, vous les aurez à l'examen. Mais des choses faciles, des choses qu'on fait ici. Je ne dis pas que va vous donner des choses extraordinaires, non. Donc, il faut réviser. D'accord? Ne laissez pas les choses se rassembler jusqu'à l'examen. Voilà, par exemple, ça, je l'ai posé, je sais pas, je me rappelle pas quelle année, mais on peut vous poser ces questions. Montrez ça, montrez ça, montrez ça. Les choses sont très faciles, mais à condition que vous écrivez et vous travaillez.
Très bien. Vous avez, on peut donner un exercice. On va écrire ça dans module. On va donner une série d'exercices parmi lesquels vous avez ça. Dans un groupe abélien muni de l'addition, qu'est-ce que ça veut dire U moins V? Dans un groupe abélien, U moins V c'est quoi? U plus moins V. Voilà. Dans un espace vectoriel E, on note U moins V, c'est U plus moins V. Quels que soient deux vecteurs, U et V, dans E. Alors, montrez que on a aussi alpha.U moins V, c'est alpha U moins alpha V, alpha moins bêta U, c'est alpha U moins bêta U. Alpha moins bêta, c'est la différence entre les deux nombres alpha et bêta. Par contre, U moins V, ça veut dire ça. Mais alpha moins bêta, c'est aussi alpha plus moins bêta, dans R ou dans C. Montrez que ça, montrez par récurrence, très facile aussi, sur N, que pas seulement alpha.u plus v avec deux vecteurs ou avec deux scalaires, mais avec un nombre quelconque de vecteurs et de scalaires. Alpha point un vecteur u1 plus un, c'est alpha u1 jusqu'à alpha un. Alpha c'est un scalaire dans K. U1 c'est un vecteur de E, U2 est un vecteur de U, d'accord? La même chose, si je prends plusieurs scalaires et un seul vecteur, vous avez aussi, c'est comme la distributivité que vous connaissez dans un nano, mais on ne dit pas que c'est la distributivité parce que ça c'est une loi externe, d'accord? Lorsqu'on parle de distributivité, on parle de deux lois internes, la multiplication et l'addition. Vérifiez ça. Bien sûr, je n'ai pas écrit, quel que soit les scalaires alpha, alpha 1, alpha 2, alpha n, quels que soient les vecteurs U1, U2, UN, U. La notation alpha U, dans le cas général, il faut mettre le scalaire à gauche et le vecteur à droite. Ne permettez pas, n'écrivez pas U.alpha. D'accord? C'est une convention. Comme 2U. 2U, c'est la loi externe. 2, c'est un nombre qu'on écrit à gauche. Je vais donner aussi un exemple d'espace vectoriel des matrices pour avoir une idée dès maintenant sur les matrices. Donc on va faire petit à petit les matrices. Au lieu de rassembler tout dans le chapitre des matrices, je préfère étudier l'exemple, l'espace vectoriel MNP de K des matrices. De toute façon, on a besoin seulement de l'addition des matrices et de la multiplication d'une matrice par un scalaire. Mais il y aura aussi la multiplication entre deux matrices qu'on verra plus tard. Comme pour la loi rond entre les applications G rond F, ça sera aussi une autre loi interne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Je donne deux entiers n et p supérieur ou égal à 1. Une matrice de type NP, on dit de type NP, ou bien on dit qu'il est de taille, la taille de cette matrice, c'est n fois P. La taille, ça veut dire la grandeur de cette matrice, ou la dimension. C'est un tableau de la forme
A égale, alors il va avoir n lignes, à n lignes, et P colonne. Le premier entier, c'est le nombre des lignes. Le deuxième entier, c'est le nombre de colonnes. Et à l'intérieur, on va mettre des scalaires de K. Donc, la ligne 1, on va écrire A11, A12, A1P. La ligne 2, A21, A22, A2P, etc. Comme il y a n lignes, je mets AN1, AN2, ANP. Première ligne, deuxième ligne, etc. Première colonne, deuxième colonne, colonne numéro P. La ligne numéro N, AIJ. Et c'est comme pour les suites. Une suite numérique, on n'écrit pas tous les termes, on va ensemble sous la forme UN, qu'on met en parenthèse. La même chose pour ça, c'est comme une suite, mais suite finie. Combien il y a de coefficients à l'intérieur? N fois P. C'est une suite finie de N fois P scalaire, mais on les écrit pas comme ça, horizontalement tous, mais sous forme de matrice, parce que ça a beaucoup d'intérêt et de simplification lorsqu'on travaillera avec les applications linéaires plus tard. Ça facilite les choses. Donc, cette matrice, on la note comme ça. AIJ, c'est comme une suite avec deux indices. I varie entre 1 et N, J varie entre 1 et P. Voilà. Alors, l'ensemble de cette matrice, l'ensemble de ces matrices qui ont cette forme-là, ça veut dire avec N et P, on peut les ajouter. Si vous avez, on définit dans l'ensemble, cet ensemble, on le note grand M, indice NP de K dans l'ensemble de ces matrices de type NP. Alors les AIJ, tous les coefficients sont dans K. Écrivez ça. Les éléments qui se trouvent dans la matrice sont des nombres dans K, dans R ou dans C. Ça dépend si on travaille avec les matrices réelles ou bien avec les matrices complexes. Donc cet ensemble se note grand M NP de K. Et on munit cet ensemble de l'addition de deux matrices de même format. D'accord? Il faut fixer N et P. C'est-à-dire qu'ils ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Quand vous avez deux matrices AIJ plus une matrice BIJ, c'est comme pour les suites. Il suffit d'ajouter les termes qui sont sur la même place. D'accord? Et la loi externe, si vous avez un scalaire alpha multiplié par une matrice AIJ, c'est la matrice formée par les coefficients alpha et J. Vous multipliez chaque coefficient de la matrice par alpha. On va donner un exemple. Là, je n'ai pas voulu mettre I compris entre 1 et N, J compris entre 1 et P. D'accord? Partout, il y a ça. Donc, on va donner un exemple pour comprendre mieux. Donc, c'est des matrices à coefficients dans K. Très bien. Alors, on montre. Vous pouvez montrer ça facilement, que cet ensemble MNP de K, muni de cette addition et de cette loi externe, est un espace vectoriel sur K.
Il faut faire un peu de calcul. C'est facile. Quel est l'élément neutre de cet espace vectoriel? C'est quelle matrice qu'on ajoute avec n'importe quelle matrice, elle donne cette matrice-là. Il est rempli de 0, voilà. C'est la matrice nulle, mais qui est de type NP, qui a N lignes et P colonnes. Matrice nulle, c'est facile, de type NP. N ligne, P colonne. Qu'on peut noter aussi seulement 0, un grand 0. Quel est l'élément symétrique de la matrice AIJ? C'est la matrice formée par les -1 AIJ. Vous rentrez le signe moins à l'intérieur dans les coefficients des matrices. D'accord? Donc, exemple. Donnons quelques exemples de matrices. Donc, par exemple, pour n égale à 3, p égale à 2, qu'est-ce que c'est que M3 de 2 de K? C'est l'ensemble des matrices de la forme 3 lignes et 2 colonnes. A11, A12, A21, A22, A31. Voilà, 3 lignes, 2 colonnes. Puis vous pouvez écrire A, B, C, D, etc. C'est juste pour mettre les indices, pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent. D'accord? Qu'est-ce que c'est que moins A? C'est la matrice moins A1, moins A2, etc. La matrice nulle ici, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Si vous faites la somme d'une matrice comme ça, plus une autre qui ressemble à ça, il suffit de faire la somme des coefficients. Est-ce que c'est clair ou bien faut-il écrire A1, A12, A21, A22, A31, A32, plus une autre matrice du même type, B11, B12, B21, B22, B31, B32, ça va donner une matrice du même format. Elle aura 2 colonnes et 3 lignes. Alors, A11 plus B11, A12 plus B12, etc. Vous remplissez ça. C'est facile. Qu'est-ce que c'est que la loi externe? Dans cet ensemble, alpha point une matrice de type 3,2, c'est la matrice alpha 1, 1, alpha 1, 2, alpha 2, 1. Si vous comprenez ça, c'est pas la peine d'écrire toutes ces choses. Voilà, pour la loi externe de M3 de K. Si je prends, j'ai mis petit a, petit b, je prends n quelconque et je prends p égale à 1. Donc j'obtiens l'espace vectoriel des matrices de type 3,1. Comment est s'écrit une matrice de type 3,1? 3 lignes et une seule colonne. A11, A12, A13. C'est comme un vecteur. Vous avez l'habitude d'utiliser des vecteurs de R3. Vous les écrivez comme ça. On appelle ça une matrice colonne avec une seule colonne. Mais vous pouvez mettre X, Y, Z ou A, B, C. On n'est pas obligé de numéroter.
c'est juste pour être conforme avec la définition. Si je prends n égale à 1 et p quelconque, j'obtiens l'espace des matrices de type NP qui est formé par des matrices qui ont la forme suivante, une seule ligne et P colonnes, c'est-à-dire A11, A12, A1P. Et vous avez l'habitude aussi d'écrire un vecteur de R2, R3 comme ça, en mettant peut-être des virgules, mais là il n'y a pas de virgule. Cette matrice avec une seule ligne s'appelle matrice ligne. Une seule ligne. Donc on verra que les vecteurs de Kn peuvent être représentés sous cette forme-là. Pourquoi je me suis arrêté de A1, 2, A1, P. P. Comment ça? N ligne, oui, AN1. Là, je me suis trompé. C'est A de 1. 2, c'est le numéro de la ligne. AN1. N ligne, une seule colonne. Lorsque n égale à P, qu'est-ce qu'on va trouver? A, B, C, D. Toujours dans cet exemple de matrice, si n égale à P, ça veut dire l'espace vectoriel des matrices de type NN, le même nombre de lignes que de colonnes. Cet espace-là, c'est pas la peine d'écrire n deux fois, on le note Mn de K. C'est l'espace des matrices, on dit qu'elles sont carrées. C'est l'espace vectoriel des matrices carrées parce qu'elles ont les formes d'un carré d'ordre n. Il y a n lignes et n colonnes. A va s'écrire A11, A1N, AN1, ANN. Ça a l'air d'un tableau qui est un carré. Les éléments, regardez ici, la diagonale. Qu'est-ce que c'est que la diagonale? C'est cette ligne qui est formée. Qu'est-ce que je dois mettre là? A22, AII. Ça c'est quoi? C'est A21. Cette ligne s'appelle la diagonale. D'accord? La diagonale d'une matrice carrée et non pas d'une matrice quelconque. Là, il n'y a pas de diagonale. Regardez, si je fais ça, ça ne va pas arriver à ça. Il n'y a pas de diagonale ici. Diagonale d'une matrice carrée. On verra, vous allez voir les propriétés des diagonales plus tard. Sous-espace vectoriel, en 10 minutes qui restent, on va parler de sous-espace vectoriel pour généraliser ce que vous savez déjà, les sous-groupes, les sous-anneaux, les sous-corps. Donc on va faire la même chose pour les sous-espaces vectoriels. La diagonale d'une matrice carrée d'ordre 2, par exemple, ça. Voilà une matrice d'ordre 2. Voilà la diagonale. Elle est formée par 1 et 4. Alors, deuxième paragraphe. Sous-espace vectoriel. Un sous-groupe d'un groupe. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-groupe d'un groupe? Ça veut dire c'est une partie de ce groupe qui vérifie aussi les propriétés d'un groupe, qui est elle-même un groupe. La même chose pour sous-anneau, la même chose pour sous-espace. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel E? C'est une partie de E qui est aussi un espace vectoriel pour les lois induites. Ça veut dire pour les mêmes lois, plus et la loi externe.
Donc, définition, quand je prends E, un espace vectoriel sur un corps K, et je prends F, une partie de E non vide, parce qu'il y a toujours l'élément neutre qui appartient à un sous-groupe. Alors on dit que F est un sous-espace vectoriel de E, et on dit SE, on va écrire SEV sous-espace vectoriel si, alors je vais écrire le minimum de propriétés que doit vérifier F pour être un espace vectoriel. Si le vecteur 0 de E doit être dans F, ça vous le savez, pour les sous-groupes, l'élément du groupe doit appartenir au sous-groupe. F est un sous-espace si F est un sous-groupe de E et qui vérifie les 4 propriétés. Mais les 4 propriétés, rappelez-vous des 4 propriétés, quel que soit alpha dans K, etc. Tout ça, c'est vérifié dans E. Donc, elles seront automatiquement vérifiées dans F. Les 4 propriétés de la loi externe. Ils seront obligatoirement vérifiés dans F, comme par exemple l'associativité d'un groupe. La loi plus est associative dans E. Elle sera automatiquement associative dans n'importe quel sous-ensemble. Donc le problème ne vient pas de la loi externe, mais plutôt de sous-groupe. Qu'est-ce qu'il faut aussi pour que ce soit un sous-groupe? Comment? Parlez fort. Voilà, quel que soit l'élément. Et avant ça, il faut que la loi soit alterne dans F. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit U, V dans F, il faut que U plus V soit dans F. Qu'est-ce qui manque pour la loi, pour que ce soit un sous-groupe? Ce que vous venez de dire, tout l'élément symétrique de n'importe quel élément de F doit rester dans F. Ceci, je ne vais pas l'écrire comme ça, mais il y a aussi autre chose, la loi externe. Il faut qu'elle soit externe dans F. Il faut que, quel que soit alpha dans K, et quel que soit U dans F, il faut que alpha U appartienne à quoi? À F, pour que F soit lui-même un espace vectoriel. Il manque ce que vous avez dit. Quel que soit U dans E, dans F, moins U appartient à F. Je ne le vois pas ici. Comment je peux le déduire à l'aide de ça? Remarque, alors ça c'est la définition. Remarque, cette troisième propriété, si je prends alpha égale moins 1 et U dans F, qu'est-ce que ça va me donner? Moins 1 point U appartient à F. Mais qu'est-ce que c'est que moins 1 point U? On a déjà vu tout à l'heure que moins alpha point U, c'est moins alpha U. Donc ça, c'est moins 1 point U. Qu'est-ce que c'est que 1 point U? C'est U. Donc, moins 1, rappelez-vous de ça, de cette formule que peut-être je n'ai pas écrite tout à l'heure. Donc, si je prends alpha égale moins 1 et je prends n'importe quel élément de F, je trouve que moins U appartient à F. Donc, cette condition, elle est très forte. Elle contient en particulier ce qui nous manquait ici, quel que soit U dans F, moins U appartient à F. Donc, quel que soit U dans F, moins U appartient à F. Donc, j'ai sous-groupe et j'ai la loi externe. Elle est bien définie dans E.
comment? La stabilité. F est stable pour la loi interne. D'accord? Il faut avoir cette condition. Comment? Sous-groupe, ça veut dire F doit être un sous-groupe du groupe E+. Et n'est pas automatiquement vrai. Si vous avez un groupe et vous avez une partie de ce groupe, on n'a pas toujours la stabilité. Lorsqu'il y a stabilité de la loi interne et lorsque l'élément du groupe appartient à cette partie et lorsque l'élément symétrique de n'importe quel élément de F reste dans F, on dit que c'est un sous-groupe. Ok, bien, il reste 5 minutes. Je vais proposition. Un sous-anneau, c'est quoi? Un sous-anneau d'un anneau. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Le minimum de choses. La stabilité de l'addition, la stabilité de la multiplication, l'existence d'éléments neutres pour la loi plus, etc. Est-ce qu'on rajoute l'associativité de la multiplication? Est-ce qu'on rajoute la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition? Non, parce qu'elles sont déjà vérifiées dans l'anneau tout entier. La même chose ici, les 4 axiomes A, B, C, D qu'on a écrits au début de la séance, ils sont déjà vrais dans E. On ne va pas les rajouter comme condition, ils sont automatiquement valables. Donc, proposition, un sous-espace vectoriel F de E, c'est toujours, il est lui-même un espace vectoriel. D'accord? Pour les lois induites, vous comprenez ce que c'est pour les lois induites? Pour la loi plus induite à F, la restriction de plus à F, la loi induite de la loi externe. Là, on prend la même loi externe, on ne change pas. Parce qu'on travaille dans un sous-groupe, dans un sous-anneau, dans un sous-espace, on ne change pas les lois du groupe ou bien de l'anneau, ou bien les mêmes, on les appelle induites. Les géonomes E. C'est-à-dire induites. Il reste 2 minutes. Proposition. On va démontrer ça et arrêter la séance. Au lieu de montrer ces 3 choses, on peut combiner deuxièmement et troisièmement. On peut les mélanger en une seule. F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si. La première chose, c'est obligatoire. Ça veut dire F non vide. Donc, 0 appartient à F. Deuxièmement, au lieu d'écrire la stabilité de la loi plus et la stabilité de la loi externe, on va écrire une seule chose qui contient les deux. Quels que soient 2 vecteurs de F et quels que soient 2 scalaires de K, alpha.u plus beta.v appartient à F. Vous pouvez travailler avec ça de temps en temps. Mais si vous voulez montrer qu'un ensemble n'est pas un sous-espace, il vaut mieux de ne pas travailler avec ça, avec 4 objets. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas un sous-espace? Ou bien il ne contient pas 0, ou bien il existe U et V dans F tel que la somme n'appartient pas, ou bien ça. Donc pour un contre-exemple, n'utilisez pas ça. Vous allez vous compliquer avec 4 choses. Mais ça simplifie les démonstrations. C'est déjà l'heure. La prochaine fois, essayez de démontrer ça. Voilà comme exercice. Démontrez ceci. Démontrez-le pour savoir si vous avez bien compris. C'est très facile. La preuve, très facile, mais on va la faire la prochaine fois. Mais faites ça comme premier exercice.